Alors, comme vous pouvez voir sur la carte, j'ai dans ce qu'on pourrait appeler ma carrière au CNRS et dans l'Arctique, j'ai privilégié les enquêtes de terrain par rapport à peut-être d'autres types d'activités. Mais ce qui m'a permis à la fois d'aller au Groenland oriental, ce qu'on voit là et puis au Groenland occidental, dans les îles Aléoutiennes, en Alaska, puis en Sibérie, quand la Sibérie nord-orientale s'est ouverte sur l'étranger. Et la dernière, pour finir, au Kamtchatka. On reparlera de ces missions, mais c'est pour dire que j'ai eu la chance d'aller voir différents secteurs de l'Arctique avec une idée soit de faire une étude comparative, soit d'aller voir d'autres isolats, puisque j'en ai rencontré plusieurs comme ça au cours de ma carrière. Donc, je reviens maintenant à mon premier terrain, qui est Groenland oriental, à Masalyk, 1967. Je suis donc partie en cargo à Masalyk. À l'époque, il y avait quelques cargos qui desservaient la région. Entre juin et septembre-octobre. Sinon, la banquise fermait complètement la côte, et c'est pour ça que cette région est restée isolée si longtemps, parce que les bateaux n'arrivaient pas à franchir cette banquise. Et il se trouve que sur les conseils de Gessin, je voulais être inscrite sur le premier cargo qui est arrivé, parce que c'est la fête pour tout le monde. Il y a pas, les magasins sont vides depuis des mois, tout le monde se rassemble pour l'arrivée du cargo, c'est vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et à ma grande déception, on m'a inscrite sur le second cargo. Bon, mais j'avais la chance pour moi, parce que le premier cargo est arrivé en face d'Amassalik, s'est fait bloquer dans les glaces et a dérivé vers le sud pendant plusieurs semaines, et nous sommes arrivés les premiers. Voilà. Donc, avant de quitter, on partait de Copenhague sur ces cargos. C'était aussi un événement. Maintenant, les cargos ne partent plus de Copenhague, ils partent d'une autre ville plus au nord. C'était un événement, ces bateaux qui partaient pour le Groenland. Bon, il y avait très peu de passagers parce que c'était un cargo. Là, à part moi, il y avait quelques, je ne sais pas, au moins 7 ou 8 autres passagers, et puis c'est tout. Mais c'était bien pour découvrir lentement l'arrivée dans l'Arctique plutôt que d'être parachuté par avion. Alors, les Danois que j'avais vus au passage à Copenhague n'étaient pas très encourageants. Ils m'avaient dit, bon, vous allez au Groenland, bon, c'est bien, ça vous ferait un beau voyage, mais qu'est-ce que vous allez faire? Alors, j'avais dit quelle était mon ambition. On m'a dit, oh oui, mais bon, comme vous ne parlez pas la langue, vous ne parlez même pas le danois. Ah si, alors j'avais commencé à parler un peu danois. J'avais commencé à parler danois avant d'arriver, mais ils m'ont dit, oh, nous, ça fait 20 ans qu'on va au Groenland, on n'a jamais pu apprendre cette langue. C'est très, très réjouissant. Donc, très gentil, parce que ce n'était pas eux qui payaient la mission, mais peu
peu encourageant, en tout cas, sur le succès de mon travail. Alors, donc, après cette longue traversée, où j'étais alors tout à fait chouchoutée, parce que c'est un bateau qui allait, donc, à coque renforcée, qui allait en Antarctique pendant l'été. L'été antarctique, c'est-à-dire l'hiver arctique, et qui avait des Français à bord et qui avait de très bons vins et qui me servaient de très bons vins en tant que Française. Alors, j'étais donc assez bien traitée. Mais en arrivant à Massalik, donc ça a duré un certain temps, avec une énorme tempête en Islande, et en arrivant à Massalik, effectivement, quand j'ai vu toute cette population sur le quai qui attendait le bateau, là j'ai été assez prise de panique en me disant comment je vais m'en sortir, comment vais-je faire. Bon, c'est pour les distinguer, et puis pour m'introduire, parce que j'avais fait beaucoup de voyages avec mes parents et sans mes parents. J'aimais beaucoup la découverte des autres cultures, des autres populations. Mais là, il s'agissait de faire un travail auprès de populations qui vous adoptent et puis qui vous oublient après. C'est tout à fait différent. On ne sait jamais comment ça va se passer. Et le premier terrain est essentiel. Si ça se passe mal, ben c'est fini pour l'ethnologie. Donc j'étais un peu inquiète, mais j'avais aussi la chance que Geissin me donne un album de photos faites par lui dans les années 30, des très belles photos noir et blanc de la population. Et donc ça me donnait un prétexte d'introduction, parce qu'ils adoraient ça. À l'époque, personne, ou pratiquement, n'avait d'appareil photo. Et puis de revoir leurs ancêtres et tout ça. Donc ça, c'était... et puis ça montrait aussi que j'étais dans la filière de Robert Geissin et Paul-Émile Victor et tout ça. Donc ça jouait à ma faveur, ça. Et là-dessus, j'ai commencé à aller voir ceux qui parlaient danois. Bon, d'abord, je suis allée voir ceux qui parlaient anglais, parce que c'était avec ça que j'étais le plus à l'aise. Bon, après ça, je suis allée voir ceux qui parlaient danois. Et puis, alors, inutile de vous dire que je travaillais comme une folle, nuit et jour, pour noter, non seulement ce que j'observais, mais aussi la langue, parce que c'est évident que tout passe par la langue. Donc, je prenais des notes, j'allais voir les gens, c'était extrêmement épuisant, mais très stimulant de toutes les façons. Et puis après, je me suis débrouillée pour évacuer, de ne pas passer ni par l'anglais pour arriver au groenlandais, ni par le danois pour arriver au groenlandais, parce que le mode de pensée est tellement différent et d'expression aussi, qu'il fallait directement essayer le groenlandais plutôt que de bricoler quelque chose. Donc ça m'a pris un certain temps, enfin surtout intellectuellement, et j'avais comme mission donc de remettre à jour la liste nominative faite par Geissin en 1965, donc c'était 2 ans auparavant, la corriger, la compléter, ce qui m'obligeait à aller dans tous les villages. Mon intention, c'était d'aller partout. Dès qu'un bateau bougeait, je sautais dedans. Donc, et j'ai eu aussi une chance inouïe que je vais vous raconter. Et puis, aller voir ces jeunes, d'ailleurs, il y en avait quelques-uns qui étaient à bord du bateau, qui rentraient chez eux, et comment se passait ce retour après une longue absence et après avoir connu tout à fait une autre civilisation. Alors, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai appris qu'il y avait le conseil municipal qui faisait une tournée dans la région de tous les lieux habités. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse partie. Alors, il y avait un secrétaire danois et tous les autres étaient groenlandais.
Donc, je suis allée voir le secrétaire danois qui me dit, moi je vois aucun inconvénient à ce que tu viennes, mais ce n'est pas moi qui décide, va voir le président du conseil municipal et pose-lui la question. Et lui m'a dit tout de suite, OK, tu viens dans mon bateau. Donc, c'était une série de petits bateaux à moteur qui allaient partout, donc dans les villages, et puis, comme c'était l'été, dans les campements de chasse, et c'était fantastique. Mais il faisait horriblement froid dans ces bateaux, bien sûr, on était en plein air, mais c'était parfait parce que j'arrivais avec eux et ils me présentaient, parce que quand ils disaient « Mais qu'est-ce que tu fais avec cette Danoise ?» Qu'est-ce que tu fais avec cette Danoise ? C'est pas une Danoise, parce qu'elle parle notre langue et elle mange notre nourriture. C'est drôle parce que c'est ça qui fait qu'on est de la partie. C'était très gentil parce que la langue, j'avais que quelques mots, mais ils voyaient l'effort. Et puis la nourriture, c'est indispensable partout où on va, c'est normal. Mais ils avaient demandé à la mission AG5 comment étaient les femmes françaises et ils avaient répondu elles sont petites et brunes. Et manque de chance, la première qui arrive est grande et blonde. Donc ils m'avaient pris pour une Danoise, ce que je n'étais pas. Voilà, donc cette introduction par le conseil, ça a duré 3 semaines et ça a été extraordinaire parce que j'aurais jamais pu, avec les maigres moyens que j'avais pour cette mission, aller, enfin j'aurais pu aller dans les villages les plus proches, mais c'est tout. Donc, et puis j'ai vu les gens donc en situation de campement d'été, c'était vraiment fantastique. Alors à la suite de quoi, j'ai pu revenir dès que je pouvais dans ces lieux et les gens savaient déjà qui j'étais, j'avais pu me présenter. Les présentations étaient faites. Alors j'ai pu leur rendre un peu le service inverse, c'est qu'à Kulusuk, il y avait encore une base américaine qui datait de la Dew Line, mais qui était devenue, l'aéroport était devenu civil, mais la base américaine continuait. Et donc, il m'avait dit, une base de radar, donc sur un Python, et il m'avait tous dit, on va aller visiter la base de Kulusuk. Alors, normalement, c'est complètement interdit. Et donc on s'est présenté en haut du Python, et on était une vingtaine, oui, un peu moins quand même. Oui, enfin, il y avait, oui, on devait être une quinzaine. On s'est présenté, donc là je servais d'interprète pour l'anglais. Et les Américains m'ont dit mais vous savez, ça ne se visite pas. J'ai dit je sais bien, mais c'est le conseil municipal, c'est quand même important. Ils voudraient visiter. Ils m'ont dit vous pouvez visiter, mais pas eux. J'ai dit ça, c'est pas possible, c'est tout le monde ou personne. Bon, finalement, j'ai forcé leur porte avec tout mon groupe et ils étaient très contents de visiter. Mais ils me demandaient de traduire ce qu'on me disait. Alors là, c'était autre chose. C'était déjà très technique pour moi, mais après ça, transformer ça en groenlandais, c'était toute une autre affaire. Bon, enfin, c'était voilà, une belle expérience. Et depuis, cette base a été fermée et même complètement démontée. Il n'y a plus de traces du tout de ces radars. Voilà. Alors, donc, j'ai pu faire ces premiers contacts et mon idée, c'était de revenir périodiquement à Massalik, dans cette région d'Amassalik, pour pouvoir suivre cette évolution, puisque c'était ça ma mission, l'ouverture d'un isolat et le passage vers une vie occidentalisée. Donc j'avais pris des marqueurs, comme la présence du kayak, la chasse à kayak par rapport au bateau à moteur, en dehors de toute la question démographique elle-même, et le développement de la pêche morutière qui était apparu à partir des années 60 à la suite d'un réchauffement des eaux. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça s'est développé quelques années.
toutes sortes d'éléments qui pourraient me servir de repère pour les autres, pendant les autres passages, pour voir comment la région a changé. Alors, sur le plan de la démographie, il y a beaucoup à dire, parce que, évidemment, quand on fait la généalogie d'une population, on a l'histoire des familles. Et l'histoire des familles, individu par individu, et ça, j'ai pu le faire depuis les années 30, et même avant, avec les documents danois, jusqu'en 1990. Donc, ça a été mis en fiche, et surtout, bon, en numéro, ça a été codé, où chaque individu, avec sa date de naissance, sa date de mort, sa cause de mort, et puis sa référence aux autres. Donc on avait des schémas familiaux intéressants, permettant aussi de voir comment se passe le partage du gibier dans la population, comment se font les mariages, si les mariages, ils disent tous, le mariage entre cousins germains ne se fait pas, c'est tabou. En réalité, il y en a quand même eu quelques-uns. C'était... Alors, et c'était sur le plan de la démographie aussi un exemple d'une population qui n'était pas touchée par le planning familial, mais que l'aide médicale avait aidé à se développer, puisque la mortalité infantile avait beaucoup baissé. Donc il y avait des familles extrêmement nombreuses quand j'y suis allée, donc en 1967. Peu de temps après, le planning familial des Danois est apparu de façon importante et qui actuellement est d'ailleurs très critiqué par les femmes de cette époque qui disent que, enfin, qui reprennent cette affaire-là et qui disent et c'est vrai, on n'a pas été prévenu de ce qui se passait et on a eu des inconvénients sur le plan médical. C'est un débat qui est tout à fait qui est dans les journaux, qui est un peu partout. J'ai eu la chance, étant élève de Gessin, de pouvoir aller à l'hôpital, être considéré comme d'avoir accès aux données médicales, ce qui est impossible normalement. Et ça m'a donné justement les causes de mort, plein de choses. Donc on peut faire après une analyse extrêmement fine, bon, des épidémies, les études sur les épidémies au cours du siècle, les épidémies, les causes de mort par accident de kayak ou violences diverses. C'était d'une richesse incroyable d'avoir ça, et puis confirmé aussi par l'enquête dans les familles, quoi. Donc voilà, alors la première mission, elle est difficile, mais elle a été déterminante. J'ai failli rester 1 an tellement j'étais heureuse là. J'étais partie de moi, au bout de 4 mois je ne rentrais pas. Il y avait un avion mensuel que je ne prenais jamais. Donc ma famille commençait à se demander, et du coup le courrier ne partait pas. Ma famille se demandait si j'étais encore vivante. Bon, finalement, j'ai décidé de ne pas faire une année complète, mais j'ai eu un séjour extraordinaire, avec la possibilité aussi, auprès d'une femme, d'être comme un peu sa fille adoptive. Et elle avait à cœur de me faire connaître beaucoup de coutumes. C'était extraordinaire. D'ailleurs, elle a fait à mon égard quelque chose qui est dans la tradition esquimau ancienne, de ce qu'on appelle la confession avant la mort. C'est-à-dire quand quelqu'un sent la mort approcher, il raconte sa vie à la famille proche, y compris ce qui a toujours été caché. Et quand j'ai fini quand même par partir, elle m'a dit « Tu ne me reverras pas », elle s'appelait Elvira, Napaïkoutlak, « Tu ne me reverras pas parce que je vais mourir ». Et je lui ai dit à ce moment-là, quand j'aurai une fille, elle s'appellera comme toi.
Et elle m'a dit, ah ben, je peux partir tranquille. Bon, il y en a d'autres, des Elvira dans la région, mais j'ai aussi une fille qui porte son nom. À l'époque, j'étais bien loin de tout mariage, mais elle en a parlé, au moment de sa mort, elle en a parlé. Je serai réincarnée, ce qu'on dit. Je renaîtrai, y compris en France. Elle le savait. Mais c'était très touchant qu'elle commence son récit pour moi. Et donc ça crée des liens très intimes avec elle. Puis après, autour d'elle, il y avait sa sœur, évidemment, très gentille aussi à mon égard, très ouverte. Donc on se crée des réseaux d'amitié très forts, en fait. Et puis j'ai pu assister à des tas de chasses parce que il m'emmenait, comme je disais, quand tout ce qui bougeait, je montais dedans. Et je suis allée assister à des tas de chasses, ce qui m'a surprise par la suite, quand je suis allée dans les îles Aléoutiennes, où j'avais eu je vous en parlerai, mais j'avais eu un très bon informateur, je crois le meilleur chez les Aléoutes, et je le voyais aller chasser le phoque et revenir, et je lui disais, bah, tu devrais m'emmener. Il me dit, oui, oui, une autre fois. Bon. Et en fait, oui, oui, je t'emmènerai voir la baie. Alors, la baie d'Akutan, il y a plein de baleines. Je dis, non, je voudrais aller à la chasse. Oui, je t'emmènerai voir la baie. Bon. Alors, je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette réticence. Et puis, devant mon insistance, il me dit, je ne prendrai jamais le risque d'emmener une femme à la chasse. Bon, alors ça m'a permis d'ouvrir un petit chapitre sur le rôle de la femme dans la société aléoute et le risque de... Voilà, il m'a emmené voir la baie, mais il ne chassait pas. Voilà. Donc ça, c'est une petite parenthèse sur la suite. Voilà. Comment dire ensuite, à la fin de mon séjour, Gessin m'avait dit, écoutez, allez voir la côte ouest sur votre retour, parce que en fait, il y avait l'avion mensuel, il partait à Kangerlussuaq, qui est l'aéroport de la côte ouest, et il n'y avait pas de... Et donc là, j'ai pris un bateau pour descendre, voir deux, trois villes. Il me dit, vous verrez la différence. Effectivement, c'était un autre monde à Massaly qui était resté vraiment encore très traditionnel. Dans sa façon de vivre, dans la vie familiale, la vie communautaire. Donc c'est vrai qu'il fallait un peu avoir une impression différente. Que dire encore de cette première mission ? Donc créer des liens très forts, l'intention bien évidemment de revenir, et la constitution, et puis l'apprentissage de la langue, la mise en forme de ces généalogies qui a perduré après, et l'observation. Oui, alors j'ai vu l'observation de ces étudiants qui revenaient dans leur village. C'était difficile, très difficile le retour dans le village, surtout si c'était dans un village. Parce qu'il y avait à Massalik, petite capitale, et plusieurs villages, deux plus importants, Kumyut et Kulusuk, et puis des petits villages comme Tiderida, Iserto, Sermidga. Et le retour dans un petit village après avoir été à Copenhague était en fait très difficile pour ces jeunes. Donc il y avait des problèmes d'alcoolisme qui se sont développés, et puis c'est comme s'ils ne se comprenaient plus, quoi. Et donc ils avaient tendance à quitter le petit village pour venir dans la capitale, à Massaly, qui était un peu plus occidentalisée que le reste, dans l'habitat, dans le mode de vie, parce qu'ils en fait, et c'est encore le cas, ils s'ennuient, les jeunes s'ennuient dans leur petit village.
Donc, et encore plus ceux-là qui avaient fait une autre expérience. Du coup, j'en ai un que j'avais vu sur le bateau, qui s'intéressait à ce que j'allais faire, et qui est venu m'accompagner spontanément il m'a dit, est-ce que je peux t'accompagner? J'ai dit, ben, très volontiers. Donc il est venu avec moi dans les maisons, là où je me présentais pendant toute une partie de ce temps-là. Alors, il y avait une maison des vieux, qui était où j'allais beaucoup, parce que là, j'allais recueillir des traditions. C'était très sympathique, parce que c'était ouvert à tout public. Ça entrait, ça sortait. Les personnes âgées qui étaient là, elles n'étaient pas du tout isolées. La directrice, qui était là depuis très longtemps, avait compris qu'il ne s'agissait pas de les mettre à part de la société, qu'il fallait que ce soit... la vie continue et qu'il y ait cette symbiose familiale comme chez eux. Quand je suis rentrée, je suis passée par Copenhague. J'ai téléphoné en danois avec tous ceux qui m'avaient rayonné et ils m'ont dit « Ah, ça va le danois !» Mais le groenlandais, j'ai dit « Écoutez, je me débrouillais. » Ils ont fait venir Robert Peterson, qui était dans la pièce à côté. Ils m'ont dit « Parlez !» Et là, ils m'ont dit « Ah ben d'accord. » Bon, alors c'était ma petite revanche. J'ai pu converser avec Robert Peterson, qui était ouest-groenlandais, mais qui connaissait bien la langue namassalique. Et donc, ils ont cessé de ricaner.